Bonjour à tous. Bon, déjà, Bonjour. j'en profite pour dire bienvenue à Manon. Comme je vous ai dit dans ma présentation, elle sera là aussi pour répondre à vos questions. Alors, je regarde les questions. Merci pour votre présentation. Je trouve que la famille extérieure a aussi tendance à mettre la pression sur l'alimentation et à ne pas comprendre et même à nous culpabiliser lorsque nous prenons quelques libertés, avec parfois des remarques en cas de glycémie élevée. Oui, c'est sûr. Je pense que de toute façon, quand on a un diabète de type 1 dans la famille, c'est souvent aussi de l'extérieur que peuvent venir des difficultés, à la fois dans la minimisation du diabète ou alors effectivement dans les conseils et dans tu devrais plutôt faire comme ci ou tu devrais plutôt faire comme ça. Vous en avez peut-être parlé, avez-vous des données sur ces troubles chez les garçons? Alors des données pour les TCA en lien avec le diabète de type 1, il y en a vraiment très peu, voire pas, ou en tout cas pas à ma connaissance. Donc voilà, je ne peux pas en dire. En tout cas, dans toutes les études sur les TCA, c'est quand même souvent précisé que c'est majoritairement chez les jeunes filles et les jeunes femmes. Mais voilà, il y a certains garçons aussi qui sont concernés, bien sûr. Après, moi, je sais que de l'expérience que je peux avoir des séjours, il y a aussi, on voit chez les garçons beaucoup plus de comportements extrêmes par rapport au sport. Et donc, du coup, au lien avec le poids et l'attention au poids, mais qui, on va dire, a tendance à un peu plus se diriger vers une question par rapport au sport. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu observer chez les adolescents et adolescentes, que par rapport à la nourriture, comme tu disais, on peut l'observer beaucoup plus avec l'alimentation. Oui, et c'est sans doute du coup aussi plus difficile à diagnostiquer. Ça va dépendre de l'envahissement ou non de ce type de comportement. Si l'excès de sport prend trop de place et que le jeune garçon n'arrive plus enfin, que ça prenne trop de place dans sa vie. Alors, j'ai un tic alimentaire, j'ai l'impression que tout est pourri. Je ne sais pas trop quoi en dire. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est un trouble alimentaire. Je pense que ça nécessiterait sans doute d'en parler nécessiterait sans doute à en parler à un médecin. Il y a quelqu'un qui met « Bonjour, je me permets de rebondir. Je fais face pour ma part à un papy qui, au contraire, met des bonbons partout à disposition chez lui alors qu'il est informé du DT1 de l'enfant et notre vigilance. Il me répond « C'est à l'enfant de savoir se contenir. Mon enfant a 6 ans. » Oui, après, encore une fois, je pense que ça peut rentrer parfois dans ces relations difficiles avec l'entourage et que peut-être que ce papy trouve que son petit-fils de 6 ans est privé. Donc quand il vient chez lui, il met à disposition des bonbons. Voilà, donc c'est aussi parfois des relations familiales et aussi parfois chez les grands-parents, les choses peuvent se passer un peu différemment et les enfants peuvent aussi s'y adapter. Et ils savent que chez papy et mamie, c'est comme ça et c'est quelque chose dont je pense qu'il faut pouvoir parler ensemble. Je vois qu'on a une question par rapport à... il y a eu plusieurs questions. Donc, mon fils de 9 ans mange du sucre en cachette. Il y a quelque chose là sur mamie se cache pas mal de choses. Et on avait une question pendant ton intervention sur du vol et des choses cachées. Pour mon expérience en tant que personne DT1 et aussi de ce qu'on peut voir dans les séjours, il y a aussi le fait que le diabète est une maladie où on perd un peu le contrôle et la possession qu'on peut avoir de son corps, de la nourriture. Et il y a forcément un moment donné où on a envie d'essayer de reprendre le contrôle. Ça peut passer des fois par une alimentation un peu extrême, mais aussi du vol, des cachettes, de la peur aussi de dire à ses parents que on est en hypo, on est en hyper, ou qu'on a mangé, qu'on n'a pas mangé, qu'on a faim, qu'on a juste envie de manger. Et c'est vrai que ces comportements sont assez communs, je trouve, à beaucoup de personnes avec un DT1, parce que c'est comment on peut reprendre le contrôle et comment on peut avoir un espace de discussion aussi
avec nos parents, avec les personnes au sein de notre famille, sur ces questions-là de bah, j'ai envie de manger, j'ai encore faim, mais j'ai pas très faim, mais si je mange, je vais être en hyper, comment on fait et du coup, ça rejoint un peu ces questions de vol et de cachette, je pense. Oui, et là, c'est vrai que la question du mensonge revient très régulièrement dans les consultations que je peux avoir avec les parents. Et je pense que c'est souvent intéressant d'essayer de comprendre le mensonge autrement que quelque chose que les enfants veulent cacher à leurs parents, mais souvent comme plutôt une tentative d'émancipation, c'est-à-dire de pouvoir s'approprier la maladie et de pouvoir faire à leur manière. Ou alors, souvent, il y a aussi des enfants qui vont manger en cachette, mais par exemple laisser vraiment en évidence les paquets vides et que ça peut aussi être un signe de je suis en difficulté, mais je ne sais pas comment vous en parler, ou parfois aussi de se sentir trop fliqué entre guillemets, parce que c'est comme ça que c'est ce que vont dire c'est comme ça que vont parler les enfants. Voilà, d'essayer. C'est souvent le mensonge, c'est souvent un signal qui est intéressant d'essayer de décrypter et je pense qu'il faut éviter de le prendre comme quelque chose que les enfants font dans le dos ou contre les parents. C'est souvent un message soit d'une envie d'émancipation ou soit d'une difficulté dont ils ont du mal à parler. Et pour un peu ajouter à ce sujet et peut-être le clôturer parce qu'il y a plein d'autres questions. Nous, pendant les séjours, c'est vrai ça nous arrive des fois de retrouver des jeunes qui ont à apporter à manger, qui mangent en cachette. Et nous, forcément, on le voit dans le suivi médical sur le suivi des glycémies, où des fois, ça nous arrive de les voir en train de manger. Et le discours qu'on a souvent, c'est pas un problème de manger. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être en bonne santé et avoir une glycémie où on se sent bien, etc. Et en fait, avoir un discours d'alimentation saine, comme on pourrait avoir avec quelqu'un qui n'a pas un diabète de type 1, bah oui, forcément, si tu t'enfiles un paquet de chips à 23h, c'est pas sain, mais c'est pas forcément la question du diabète, c'est la question de comment manger équilibré, en fait, qui va derrière et qui est intéressante aussi à discuter avec les jeunes et de ramener ça, pas forcément au diabète, mais plus à comment tu peux faire pour te sentir bien dans ton corps par rapport à ça. Oui, d'arriver aussi à dissocier l'alimentation du diabète, ce qui est souvent pas évident, et surtout pour des parents et surtout en début de vie avec un diabète. Après, j'ai vu une autre question. Une jeune fille DTA a donc plus de chances de développer un DTA. Je pense que vous voulez dire TCA. Une jeune fille a plus de risques de développer un TCA. Oui, en tout cas, les études montrent qu'il y a plus de jeunes filles ou de jeunes femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire en lien avec un DTA, effectivement. Pourtant, j'essaie de diversifier au maximum ces resucrages aux collations, mais c'est plus du salé en ce moment. Alors, j'appréhende le futur, donc j'ai un ami devant moi. Et qu'est-ce que je dois instaurer, des choses pour éviter un trouble, vu que là, c'est moi qui gère et qui est encore bébé, je vous remercie. Alors, déjà, la question des troubles du comportement alimentaire sont quand même beaucoup liés à la problématique adolescente. C'est quand même la plupart du temps à l'adolescence que ce genre de comportements peuvent émerger. Et pourquoi? Parce que ça a en lien avec l'image, le regard des autres, le corps qui change, comment on se sent dans son corps, et aussi toute la pression sociale qu'il peut y avoir autour de la minceur, de l'image qu'on doit donner, et aussi la question de s'approprier, parfois même se réapproprier son diabète. C'est-à-dire qu'il y a une transition entre le moment où les parents s'en occupent beaucoup et petit à petit on veut et on apprend à gérer tout seul, et parfois c'est compliqué. Et donc il y a la question du contrôle. L'alimentation peut à nouveau devenir compliquée parce qu'on réapprend à la contrôler, ou alors aussi on change de vie, c'est-à-dire on est au collège et donc on déjeune au collège, on mange avec les copains. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est à l'adolescence que
que ces questions se posent. Ensuite, pour la question qui a été posée, c'est comment le prévenir. Je pense que en tout cas, quand il y a un diabète de type 1, c'est ce que souvent les jeunes disent aux parents, arrêtez de me parler que du diabète et qu'il y a aussi d'autres choses. Par exemple, voilà, le rapport à l'alimentation, à son corps, mais aussi le rapport aux autres, comment on se sent par rapport aux autres. Enfin, voilà, de pouvoir sentir comment son enfant se sent dans sa vie sociale, par exemple. C'est une discussion que j'ai déjà eue avec des parents pendant les séjours parents-enfants, où donc des parents avec voilà, qui avec des diabètes des fois récents et qui ont eu beaucoup d'injonctions à l'hôpital, etc. Et quand je leur fais remarquer que la première question qu'ils posent à leurs enfants, c'est le chiffre de la glycémie et pas comment ils vont. Et c'est vrai qu'on a souvent cette discussion sur les séjours parents-enfants, et c'est d'instaurer aussi ce moment donné de savoir comment l'enfant va hors du diabète et qu'on n'est pas que des chiffres en tant que personne diabétique. C'est assez intéressant, et ça permet aussi d'ouvrir des discussions qui vont venir sur le diabète, parce que le diabète fait partie de nos vies, donc forcément on va en parler à un moment donné. Il y a des questions sur les personnes qui ne mangent plus de sucre, qui n'en peuvent plus du sucre, et l'alternative au sucre. C'est normal, toute personne avec un diabète de type 1, on en a marre du sucre à un moment donné. Il y a des alternatives qui existent, bien sûr, comme les jus, en fait, j'ai que les jus en tête là maintenant, parce que moi, c'est ce que je prends. Les pâtes de fruits aussi, les pâtes de fruits. Glucipo aussi. On regarde à côté, on a des outils qui nous sont donnés. Voilà, il y a des alternatives qui existent, bien sûr, parce que c'est normal en tant que DT1 qu'on en ait un peu marre du sucre. Oui, ça, effectivement, moi, on me le dit très souvent que l'enfant ne peut plus supporter, qu'il y a même un dégoût de devoir croquer un morceau de sucre. Donc, qu'à un moment donné, on n'y arrive plus du tout. Je crois que j'ai l'impression que j'avais raté une question. Ah oui, non, c'était un petit mot d'enfant. Je suis en hypo, il me faut un zip. Oui, il a tout compris. Voilà. Alors, c'est vrai que la famille a tendance à croire que pour un diabétique, le sucre est banni de l'alimentation. Or, à l'hôpital, on nous a toujours dit qu'il n'y a aucune restriction alimentaire. Il faut juste donner des bolus adaptés aux glucides ingérés. Après, je ne suis pas totalement d'accord avec tout ça. J'essaie d'équilibrer au maximum. J'essaie de faire plaisir à mon enfant, car elle n'a que 6 ans. Et c'est difficile de lui interdire toute sucrerie. Mais j'essaie de limiter quand même, car je ne sais pas si l'injection de trop d'insuline est bon pour son corps. Oui, c'est un petit peu les contradictions dont je parlais tout à l'heure entre le discours qu'il y a parfois à l'hôpital et la réalité de ce qu'on vit à la maison. Et que, effectivement, c'est pas tout à fait vrai que le rapport à l'alimentation est exactement le même qu'avant et qu'il suffit de faire des bolus en fonction. Le système est vrai, c'est vrai que c'est comme ça que ça marche, mais que le rapport à l'alimentation a quand même forcément changé, évolué. Enfin, en tout cas, il y a une nouvelle manière du rapport à l'alimentation, notamment le fait de devoir un peu prévoir à l'avance si on a envie d'avoir un dessert très sucré, on va réfléchir à ce qu'on a mangé avant. Donc forcément, c'est différent. Donc je suis d'accord que ça correspond pas toujours tout à fait à ce qu'on dit quand on dit que en gros rien ne va changer. C'est vrai que c'est pas tout à fait vrai. C'est juste qu'il faut anticiper et que ça fait partie d'une nouvelle charge mentale qu'on doit porter en tant que DT1 et que nos parents, les personnes qui vivent avec nous, portent également. Mais c'est vrai que, par contre, qu'on peut manger ce qu'on veut du moment où on l'a prévu, du moment où on l'a anticipé. Et après, c'est vrai que beaucoup d'injections, c'est compliqué parce qu'il faut qu'avec le schéma quand même de l'insuline, ça se chevauche pas pour pas avoir de danger derrière. Mais voilà, il y a un équilibre à faire qui est sûr. Mais interdire toute sucrerie, ça revient avec ce qu'on disait au début. Ça amène après à des comportements où quand on est un enfant, on a envie de manger des sucreries, même quand on est un adulte, je crois. Oui. Et oui, il n'y a pas d'interdit. Et évidemment que le sucre, l'envie de sucre fait partie de la vie, même pas que de l'enfance, pour tout le monde. Et d'arriver à limiter un peu les sucreries chez les enfants, je pense que c'est un peu ce que font absolument tous les parents, diabète ou pas diabète d'ailleurs.
On avait une question sur une jeune qui se braque en ce moment parce qu'elle en a marre de la maladie. Bah oui, c'est complètement normal, enfin complètement logique en tout cas. C'est un moment donné où on en a marre de notre diabète et on en a marre aussi d'avoir cette charge mentale, de s'en occuper et on a besoin aussi de lâcher pour pouvoir reprendre derrière parce qu'en fait c'est très important. Je pense pas qu'on va rester longtemps dessus parce qu'on a plein de questions, mais faut pas hésiter aussi à pouvoir trouver des pairs avec qui discuter de ce qu'elle vit en ce moment, donc d'autres personnes des T1, ou peut-être si elle n'a pas envie d'en parler avec vous, peut-être qu'elle peut en parler avec l'infirmière scolaire ou une psychologue, enfin avec des personnes qui sont prêtes à l'écouter, qui ne sont pas les parents, parce que des fois, malheureusement, même si les parents on vous aime très fort, on n'a pas envie d'en parler avec vous. Et c'est vrai que d'avoir d'autres personnes avec qui échanger, ça peut faire du bien des fois. Oui, et que des moments où on est vraiment dans une période où c'est trop difficile et qu'on n'y arrive plus, c'est des moments qui sont évidemment très inquiétants, qui suscitent beaucoup d'inquiétude chez les parents. Et donc, voilà, les enfants, c'est plutôt des ados, sentent bien que c'est un sujet qu'ils ne peuvent pas vraiment aborder avec leurs parents parce qu'ils veulent pas non plus les inquiéter plus, hein, ou même les inquiéter du tout. Enfin, c'est souvent quelque chose qu'ils cachent. Et c'est vrai que malheureusement, dans le cheminement de l'appropriation de la maladie, il y a des moments de rejet. Ça fait aussi partie de ce cheminement-là. Et comme disait Manon, parfois il y a aussi besoin de craquer pour pouvoir ensuite mieux rebondir et se réapproprier les choses, de pouvoir intégrer mieux les choses ou différemment pour finalement voir avec un peu de recul que la solution, ça sera peut-être plutôt de suivre le traitement du diabète plutôt que de pas le faire. Mais ça demande beaucoup ça prend du temps. Et aussi, c'est difficile de le faire tout seul. C'est bien de pouvoir en parler à quelqu'un. On a une question. Est-ce que l'insuline fait grossir? Non. Enfin, je dis un non, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais non, ça ne fait pas grossir, l'insuline. En tout cas, c'est une idée reçue qui persiste beaucoup et qui peut aussi être à l'origine d'instrumentalisation de l'insuline, c'est-à-dire des personnes qui sous-dosent de manière volontaire l'insuline en pensant que c'est l'insuline qui fait grossir, alors qu'en fait c'est pas l'insuline qui fait grossir. Enfin bon, après c'est pas mon domaine, mais c'est pour provoquer en fait une hyperglycémie et se retrouver dans les symptômes du début du diabète, et que c'est ça qui provoque un amaigrissement. Mais c'est pas l'insuline qui fait grossir. Non, complètement. Et puis moi j'ai déjà eu des discussions comme ça avec des jeunes en séjour sur stylo, pompe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et des jeunes qui avaient envie par exemple d'avoir la pompe mais qui se l'interdisaient pour voilà, des idées reçues encore de oui, mais je vais avoir quand même beaucoup d'insuline diffusée dans mon corps, je vais grossir. Et alors qu'en fait, les dispositifs, il n'y en a pas un mieux que l'autre, il faut en trouver un qui est adapté à nous et qui nous convient. Et du coup, c'est des idées reçues comme ça qui fait qu'on n'est pas... Des fois, on a du mal à s'y libérer pour faire nos propres choix. Mais c'est aussi souvent intéressant, justement, de pouvoir interroger le rapport à l'insuline. Parce que on peut voir comme ça qu'il peut exister chez certaines personnes ou parfois chez certains parents la peur de l'insuline, et que ça c'est quelque chose dont il faut parler, parce que c'est aussi un moyen de prévenir certains troubles du comportement alimentaire, cette peur de l'insuline. Parce que évidemment que quand on a peur de l'insuline, parce qu'on se dit c'est pas bien d'en prendre trop pour plusieurs raisons, ça va avoir des conséquences sur la manière dont on va traiter son diabète. Le DT1 vit avec eux toute leur vie et il faut l'apprivoiser. Oui, tout à fait. Je trouve qu'effectivement, le mot apprivoiser montre bien de quoi il s'agit. C'est vraiment un cheminement qui prend du temps, et quand on apprivoise, ben voilà, il y a des choses qui marchent parfois. Enfin, ça prend du temps, ça demande beaucoup de patience et de temps. Donc, je trouve que c'est un mot qui convient bien. En tout cas, beaucoup mieux que accepter, par exemple. Ouais, parce que... je suis d'accord, moi, c'est quelque chose auquel j'ai du mal quand on me dit tu as accepté ton diabète. J'ai pas accepté que mon corps dysfonctionne. Par contre, j'ai appris à vivre avec, et du coup, ça, c'est différent, je l'ai apprivoisé.
Il y avait une question de pourquoi les filles sont-elles plus touchées. Est-ce que c'est par rapport à leur silhouette? De toute façon, je crois que les femmes sont plus touchées hors diabète par les TCA, de par les injonctions de la société et les injonctions de la pop culture, des séries, des magazines, etc. Donc, en fait, ça se retrouve, j'imagine. Oui, c'est sans doute en lien avec la féminité et la place du féminin dans notre société, et que voilà, ça date pas d'aujourd'hui. Et voilà, c'est certainement lié à ça. Ensuite, c'est vrai, et c'est même au début, le diabète prend une place énorme dans les discussions, le séjour à l'hôpital. On ne mesure pas toujours la charge mentale que ça représente pour nos petits. À la maison, on fait des diabreaks, c'est-à-dire des moments où on ne parle plus du tout de diabète. Très bonne idée. Pour mon fils, ça a commencé à 3 ans, il a 14 ans, et encore parfois des craquages qu'il essaie de contrôler. Oui. Moi, j'ai 29 ans et j'ai encore des craquages que j'essaie de contrôler, mais plus je grandis, plus j'apprends à aussi des fois autoriser des moments de craquage pour mieux reprendre derrière. Parce que c'est, comme on disait, c'est quelque chose qui est dans la charge mentale, et du coup, c'est pas évident tous les jours, mais plus on grandit avec notre diabète, plus on apprend à mieux le contrôler. Oui, ça permet aussi de parler de cette notion de perfectionnisme qui peut parfois, que le traitement du diabète peut parfois induire. Et le perfectionnisme, voilà, si le but c'est d'atteindre la perfection, c'est vain, c'est impossible. Et c'est aussi, cette quête de perfection peut aussi induire des troubles du comportement alimentaire, parce qu'on a comme ça l'envie de tout contrôler. Et en général, on se rend compte que ça ne peut pas tenir, et ça ne devrait pas tenir d'ailleurs. Et c'est ça aussi qui amène ces moments de craquage. Merci énormément pour vos conseils et d'aider à comprendre nos ados. Trop chouette. Y a-t-il des petites astuces pour aider nos petits à faire face aux regards, voire aux indélicatesses éventuelles de leurs camarades de classe, les aider à ne pas se laisser ostraciser par des petits camarades qui ne connaissent pas la maladie? Moi, je sais que c'est des discussions que j'ai beaucoup sur les séjours parents-enfants. La première chose, c'est l'information. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de temps d'information sur qu'est-ce que c'est le diabète, qui des fois est fait dans les classes, etc., pour un peu permettre aux autres d'avoir des connaissances. Et après, il y a aussi ce truc, malheureusement, dans les écoles, dans les collèges, où on se moque les uns des autres, qui peuvent vraiment être très graves, mais qui sont encore dans un développement classique, j'imagine, aussi de l'enfant. Et le diabète, ça rajoute aussi une possibilité de se faire moquer ou discriminer. Et après, c'est accompagner l'enfant là-dessus sur recevoir ça. Oui, selon si l'enfant se sent ou pas de faire, par exemple, un petit exposé en classe. Souvent, les enfants, ils ont vraiment une idée sur la question, hein, s'ils ont envie de le faire ou pas. Et quand ils le font, en tout cas, ça a quand même souvent des effets très positifs. Voilà, déjà de pouvoir être valorisé et de pouvoir ensuite répondre aux questions. Et après, sans doute que c'est une manière d'aider son enfant, c'est aussi de lui apprendre des réponses avec humour qu'il peut donner, par exemple. Je pense que c'est un peu le même conseil qu'on donne parfois dans le cas de harcèlement, de s'entraîner à qu'est-ce qu'on peut répondre, parce que souvent on est un peu sidéré et on ne sait pas quoi répondre, d'autant plus quand on est un enfant. Déjà, le premier conseil, c'est, si on se sent vraiment blessé par ces remarques, d'aller en parler à un adulte, évidemment, mais aussi d'apprendre, de s'entraîner avec son enfant, qu'est-ce qu'on pourrait dire, et si on arrive à dire des trucs un peu rigolos, c'est encore, voilà, ça passe encore mieux. Et j'ajouterais aussi, en tant qu'adulte, de recevoir et d'écouter, et de légitimer la parole de l'enfant et ses ressentis sur ces moments-là, même si ça peut, nous, avec nos yeux d'adultes, nous paraître petits ou pas très graves. Les ressentis sont toujours légitimes, surtout dans ces questions-là, et pas hésiter aussi à pouvoir aller chercher de l'accompagnement sur des situations comme ça. Il nous reste moins d'1 minute, je crois, et on va faire la dernière question. Quel est le TCA lorsqu'on mange sans appétit parce qu'il faut manger? Quoique avec la boucle fermée, on peut facilement sauter un repas. Cela n'est pas de l'anorexie, car il n'y a pas de dégoût de la nourriture. Bon, c'est difficile là de pouvoir répondre comme ça, mais c'est vrai que sans doute que
le diabète de type 1 peut parfois amener à enlever un peu cette question du plaisir de manger, parce que on doit manger et que voilà, c'est plutôt cette notion de plaisir peut-être qui serait à interroger dans le cas dont vous parlez. Voilà, voilà, c'est ça que j'interrogerais. Qu'en est-il du plaisir et est-ce qu'il était déjà difficile avant le diabète? Mais c'est vrai que le diabète peut, je pense, parfois induire le fait qu'on ne ressente plus ni la satiété ni le plaisir. Quand on associe vraiment l'alimentation à presque un médicament, quoi. Je ne sais pas s'il nous reste assez de temps pour une dernière question. Je ne sais pas. Alors, les témoignages qu'on a eus, ma fille en CP a expliqué au début de l'année ce que c'était le diabète et a montré son matériel pompe capteur et tout se passe bien. Ses camarades sont même aux petits soins. Bah, ouais, trop bien. L'information, ça permet aussi que tout le monde participe. Mon fils a déjà fait un exposé en classe sur le diabète, le pancréas, et ça s'est super bien passé avec ses camarades. Et d'ailleurs, il a beaucoup de questions de leur part. C'est souvent des belles expériences de faire des exposés en classe. Oui. Incroyable. Mais vos enfants sont incroyables. C'est trop chouette. Et voilà. Très bien. Bon, ben, merci à tous. Merci Manon. Merci à toi aussi de nous avoir expliqué tout ça. En tout cas, si vous avez des questions plus précises à me poser, voilà, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail ou en appelant la JD. Voilà, je serai ravie de parler avec vous. Et moi, je vais être encore un petit peu disponible au stand Jade. Donc, si vous voulez venir me poser quelques questions pendant, on va dire, une demi-heure là, avant qu'on se prépare pour le live de ce soir. Donc, il ne faut pas hésiter non plus. Au revoir.